En ce moment précis, alors que tu te crois seul, des dizaines de milliers de milliards d'êtres vivants se pressent à l'intérieur de toi. Ils ne sont pas de toi, et pourtant ils sont en toi. Ils mangent, ils se reproduisent, ils meurent, ils se font la guerre et concluent des alliances, le long de tes entrailles, dans les replis de ta peau, jusque dans le creux de ta bouche. Tu n'as jamais voté pour leur présence. Tu ne les as jamais invités. Et pourtant, sans eux, tu ne pourrais ni digérer ton repas, ni te défendre contre la maladie, ni peut-être même penser tout à fait comme tu le fais. Cette nuit, je vais te conduire à l'intérieur de ton propre corps, dans un monde que tu n'as jamais vu et que tu portes partout avec toi. Et avant la fin de cette histoire, une question simple aura cessé d'avoir une réponse simple. Quand tu dis moi, de qui parles-tu au juste? Car voici ce que la plupart des gens ignorent, et qui a de quoi donner le vertige. Tu n'es pas un individu au sens où tu l'imagines. Tu es une foule, un assemblage, un territoire peuplé, une planète vivante à toi tout seul, et la plupart de ses habitants ne portent pas ton nom. Reste avec moi cette nuit, et tu vas comprendre comment ce peuple invisible s'est installé en toi dès tes premiers instants, ce qu'il fabrique pour toi sans relâche, et pourquoi des chercheurs du monde entier en sont venus à se demander si l'on peut encore tracer une frontière nette entre toi et ce qui vit en toi. Commence par changer d'échelle, car rien de ce qui suit n'a de sens à la taille où tu vis d'habitude. Imagine que tu rétrécisses, encore et encore, jusqu'à devenir aussi petit qu'un grain de poussière, puis bien plus petit encore. Le monde familier disparaît. Ta main, vue de si près, n'est plus une main mais un paysage immense, plissé, vallonné, parcouru de crevasses et de plaines. Et sur ce paysage, partout, grouille une vie que tu n'avais jamais soupçonnée. Des formes minuscules, certaines rondes comme des billes, d'autres allongées comme des bâtonnets, d'autres encore enroulées en spirale. Ce sont des bactéries, des cellules uniques, 1000 fois plus petites que les tiennes, et elles sont là par milliards, sur chaque centimètre carré de ta peau. Tu n'éprouves rien. Tu ne vois rien. Mais elles sont là, occupées à vivre leur existence à une échelle où une seconde de ton temps est pour elles une longue durée. Pour une bactérie, le creux de ta main est un continent. Une de tes journées, et à son échelle, une succession de générations. Tout un peuple peut y naître, prospérer, et s'éteindre, dans le temps qu'il te faut pour vivre une seule de tes heures. Songe que pendant presque toute l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais soupçonné leur existence. Pendant des dizaines de milliers d'années, les hommes ont vécu, mangé, aimé, sont morts, sans se douter un seul instant qu'ils portaient en eux une foule. Ce monde était là, sous leurs yeux et dans leur chair, mais il était trop petit pour être vu. Il a fallu attendre qu'un homme, il y a un peu plus de 3 siècles, polisse de minuscules billes de verre et les approche de son œil pour découvrir, dans une goutte d'eau, dans le tartre raclé de ses propres dents, des créatures grouillantes qu'il appela ses petits animalcules. Il n'en croyait pas ses yeux. Une goutte d'eau, qui paraissait limpide et vide, contenait des multitudes en mouvement. Ce fut l'un des grands chocs de la pensée humaine. Comprendre que le vivant ne s'arrête pas là où s'arrête notre regard, que sous le seuil du visible s'étend un univers entier, peuplé, affairé, sans le moindre rapport avec notre échelle. Et c'est cet univers-là, perché à l'intérieur de toi, que tu vas explorer cette nuit. Reste un instant sur cette idée du tout petit, car elle est difficile à saisir et il vaut la peine de s'y attarder. Une bactérie est si minuscule qu'il en faudrait des milliers, alignés côte à côte, pour couvrir l'épaisseur d'un cheveu. À côté d'une seule de tes cellules, une bactérie est comme une petite barque amarrée au flanc d'un grand navire. Et pourtant, ce qui leur manque en taille, elle le rattrape par le nombre, par la vitesse, par la prodigieuse rapidité avec laquelle elle se multiplie. Dans des conditions favorables, certaines bactéries se divisent en deux toutes les 20 minutes. Une devient deux deviennent 4, et ainsi de suite, si bien qu'en une seule journée, une bactérie pourrait, en théorie, donner naissance à une descendance plus nombreuse que tous les êtres humains qui ont jamais vécu. Bien sûr, dans ton intestin, rien ne croît ainsi sans limite, car la place et la nourriture sont comptées, et chaque population trouve son frein. Mais retiens cette puissance de multiplication, car elle explique comment un monde aussi peuplé peut tenir dans un espace aussi réduit, et comment il peut se renouveler, se réparer, se transformer à une vitesse qui dépasse tout ce que tu connais. Maintenant, plonge plus profond, à l'intérieur cette fois. Descends le long de ce grand tube qui traverse ton corps de la bouche jusqu'au bout de tes intestins.
C'est là, dans la longue obscurité de tes entrailles, que se trouve la plus grande concentration de vie de tout ton corps. Ton intestin, déroulé, mesurait plusieurs mètres, et sa paroi intérieure, plissée et repliée des milliers de fois, offrirait une surface immense, plus vaste que tu ne l'imaginerais jamais. Et toute cette surface, dans ses recoins les plus profonds, là où l'air et la lumière ne parviennent jamais, est habitée. Des dizaines de milliers de milliards de micro-organismes y vivent en colonies serrées, dans un noir chaud et humide, baigné du flot de ce que tu manges. On appelle ce peuple ton microbiote, et l'ensemble de leurs gènes, de leur patrimoine collectif, on le nomme ton microbiome. Et ce peuple-là est si nombreux qu'il met à mal l'idée que tu te fais de toi-même. Laisse cette idée descendre en toi, sans la repousser, car elle est vertigineuse mais douce. Tu as toujours pensé moi, comme une chose unique, indivisible, tenant tout entière sous ta peau. Et voilà qu'au plus profond de toi, là où tu te croyais le plus toi-même, s'étend une foule innombrable, une multitude de vies qui ne portent pas ton nom et qui pourtant te font vivre. Ce n'est pas une intrusion, pas une invasion à craindre. C'est ta condition même, depuis ton premier jour. Tu n'as jamais été un être seul. Tu as toujours été plusieurs. Et cette pluralité, loin de te diminuer, te rend plus vaste, plus relié, plus vivant que tu ne le croyais. Garde cette pensée près de toi pendant que nous descendons plus loin dans ce monde intérieur, car tout ce qui suit ne fera que la confirmer et l'approfondir. Arrête-toi un instant sur ce chiffre, car il a longtemps été mal compris, et il vaut la peine d'être dit avec précision. Pendant des années, on a répété partout que les cellules bactériennes de ton corps étaient 10 fois plus nombreuses que tes propres cellules. C'était une estimation ancienne, séduisante et un peu hâtive. Des chercheurs ont repris le calcul avec plus de soin, et le rapport est plus modeste qu'on le croyait. On parle aujourd'hui d'un nombre de bactéries du même ordre que celui de tes cellules, à peu près autant d'elles que de toi, peut-être un peu plus. Mais comprends bien ce que cela signifie, car même corrigé, le vertige demeure. À chaque battement de ton cœur, il y a dans ton corps autant de petites vies étrangères que de cellules qui te sont propres. La moitié de ce que tu transportes en marchant, en somme, n'est pas exactement toi. Tu es, en nombre, à part presque égale, un homme et une multitude. Il faut ajouter une chose qui rend ce peuple plus surprenant encore, il se renouvelle sans cesse. Les bactéries de ton intestin ne sont pas les mêmes d'une semaine à l'autre, ni même d'un jour à l'autre. Elles naissent, vivent leur brève existence, meurent, et sont remplacées, dans un va-et-vient perpétuel. Une part de ce peuple s'en va chaque jour, emportée hors de ton corps, et une part nouvelle prend sa place, issue de celle qui reste. Si bien que le monde vivant qui t'habite est à la fois très stable dans sa forme d'ensemble et toujours en train de se refaire dans son détail. C'est comme une rivière. L'eau qui coule n'est jamais la même, et pourtant la rivière demeure, reconnaissable, fidèle à elle-même. Ton peuple intérieur est ainsi, un fleuve de vie qui se renouvelle sans répit tout en gardant son visage. Et chaque jour, parce que tu manges, par la manière dont tu vis, tu participes à ce renouvellement, tu orientes un peu le cours de ce fleuve, sans même y penser. Et la merveille ne s'arrête pas au nombre. Songe à la diversité de ce peuple. Ce ne sont pas tous les mêmes êtres, répétés à l'identique. Ce sont des centaines, peut-être des milliers d'espèces différentes, chacune avec ses goûts, ses besoins, ses talents particuliers. Certaines préfèrent le début de l'intestin, d'autres se plaisent tout au bout. Certaines raffolent des fibres que tu ne sais pas digérer, d'autres se nourrissent des restes laissés par leurs voisines. C'est un écosystème entier, aussi complexe qu'une forêt ou qu'un récif, avec ses chaînes alimentaires, ses territoires, ses rivalités et ses coopérations. Sauf que cette forêt-là tient dans le creux de ton ventre, et qu'elle t'accompagne partout où tu vas, du matin où tu te lèves jusqu'à la nuit où tu t'endors. Tu portes en toi un monde, et ce monde a sa propre vie, dont la plupart du temps tu ne sais rien. Il y a, dans cette diversité, une chose qui surprend toujours ceux qui l'étudient. Ton peuple intérieur n'est pas le même que celui de ton voisin. Si l'on pouvait dresser la carte des espèces qui vivent dans ton intestin, et la comparer à celle d'une autre personne, on verrait deux paysages différents, deux compositions singulières, comme deux forêts qui auraient poussé sur des terres voisines mais distinctes. Chacun de nous porte une communauté qui lui est propre, façonnée par sa naissance, son enfance, son alimentation, les lieux où il a vécu, les êtres qu'il a côtoyés.
Cette signature est si particulière que certains chercheurs y voient une sorte d'empreinte, presque aussi personnelle qu'un visage. Tu portes en toi un assemblage d'espèces qui, dans son détail, n'existe peut-être nulle part ailleurs, et qui ne te quittera, en grande partie, qu'avec toi. C'est une pensée étrange et belle, être habité par un peuple qui n'appartient qu'à soi. Et pour te représenter ce monde dans toute sa réalité, prends le temps d'y descendre par l'imagination, comme on explore une grotte. Imagine-toi devenu plus petit qu'une de ces bactéries, et lâché dans le grand côlon, là où ce peuple est le plus dense. Autour de toi, ce n'est ni le vide ni le silence, mais une cohue prodigieuse. Des formes innombrables se pressent, glissent, se heurtent, dérivent dans un courant tiède et lent. Certaines s'accrochent aux parois, formant des tapis vivants, des villes superposées de cellules collées les unes aux autres. D'autres flottent en liberté, emportées par le flot. Partout, des molécules s'échangent, des signaux chimiques circulent comme des messages murmurés d'un être à l'autre. Il y a là plus d'agitation, plus de transactions, plus de vie en train de se jouer que dans la plus grande des cités humaines. Et tout cela se déroule dans une obscurité totale, à quelques centimètres seulement de l'endroit où, en cet instant, tu reposes tranquille, sans rien deviner du tumulte qui t'habite. Et ce peuple ne se résume pas aux seules bactéries, même si ce sont elles les plus nombreuses et les mieux connues. Vivent aussi en toi d'autres formes de vie minuscules. Des champignons microscopiques, de la même grande famille que les levures qui font lever le pain, ont leur place dans cet écosystème, en petit nombre, mais bien présents. Et il y a plus étrange encore, des virus, par milliards, peuplent aussi ton intestin. La plupart de ces virus ne s'attaquent pas à toi, mais aux bactéries elles-mêmes, qu'ils infectent et régulent, participant aux grands équilibres de ce monde, fauchant ici une population trop nombreuse, laissant là une autre prospérer. Ainsi, ton peuple intérieur n'est pas une simple foule de bactéries, mais un écosystème complet, avec ses plantes et ses prédateurs, ses chasseurs invisibles et ses proies, un entrelac de vies de natures différentes qui se tiennent les unes les autres en respect. La complexité de ce monde dépasse de loin ce que l'on en disait il y a seulement quelques années, et chaque nouvelle étude en révèle de nouvelles couches. Mais d'où vient ce peuple? Comment s'est-il installé en toi? Voilà une histoire qui commence avant même tes premiers souvenirs, au tout début de ta vie. Reviens en arrière, jusqu'à l'instant de ta naissance. Avant de venir au monde, dans le ventre de ta mère, tu vivais dans un milieu en grande partie protégé, presque vierge de microbes. Tu étais, pour ainsi dire, un territoire neuf, une terre inhabitée. Et puis vint le passage, le grand voyage de la naissance, et avec lui le premier contact. Si tu es né par les voies naturelles, tu as rencontré, en venant au monde, les micro-organismes de ta mère, et ce furent eux, les tout premiers colons de ton corps. Ils se sont déposés sur ta peau, dans ta bouche, et ont entamé la longue conquête de tes entrailles encore vides. Ta toute première communauté de vie, en somme, tu l'as reçue de ta mère, comme un héritage invisible transmis au moment même où tu prenais ton premier souffle. Et l'histoire continue. Dans les jours, les semaines, les mois qui suivent, ton peuple intérieur s'étoffe, se diversifie, change de visage. Le lait que tu bois, l'air que tu respires, les mains qui te portent, le sol que tu touches plus tard en rampant, tout cela apporte de nouveaux habitants. Chose remarquable, le lait maternel ne contient pas seulement de quoi te nourrir, toi. Il contient aussi des sucres particuliers que tu ne sais pas digérer toi-même, et qui ne servent à rien d'autre qu'à nourrir certaines bactéries amies, comme si le corps de ta mère, en te nourrissant, nourrissait aussi à dessein le peuple qui s'installe en toi. Peu à peu, au fil des premières années, cette communauté se stabilise, trouve son équilibre, prend une forme qui, en grande partie, t'accompagnera toute ta vie. Tu construis ton corps, et en même temps, sans le savoir, tu construis tout un monde vivant à l'intérieur de lui. Mais ce que ce monde fait pour toi, jour après jour, est bien plus étonnant que sa seule présence, et c'est là que l'histoire prend un tour vraiment surprenant. Arrête-toi sur ce détail du lait, car il est l'un des plus émouvants de toute cette histoire. Pendant longtemps, les chercheurs se sont demandé à quoi pouvaient bien servir ces sucres compliqués présents en grande quantité dans le lait maternel, puisque le nourrisson ne possède pas les outils pour les digérer. Il traverse son petit corps sans qu'il en tire la moindre calorie. Pourquoi, alors, le corps de la mère se donne-t-il tant de peine à les fabriquer? La réponse, peu à peu mise au jour, a quelque chose de bouleversant. Ces sucres ne sont pas faits pour l'enfant,
mais pour les bactéries de l'enfant. Ils sont une nourriture destinée non pas à celui qui boit, mais au peuple naissant qui s'installe dans son ventre. Le lait d'une mère, en somme, nourrit deux êtres à la fois, son enfant et le monde vivant que cet enfant porte en lui. Songe à cela. L'évolution, au fil d'un temps immense, a façonné le corps des mères pour qu'elles transmettent à leur descendance non seulement la vie, mais aussi de quoi entretenir leur premier compagnon invisible. Le soin que l'on porte à son enfant englobe, sans qu'on le sache, le soin porté à tout un peuple. Et il faut que tu saches que cette installation des premières années n'est pas un détail sans conséquence. C'est, semble-t-il, une fenêtre, un moment privilégié où tout se met en place, où le corps en pleine construction et le peuple en pleine arrivée se règlent l'un sur l'autre, apprennent à cohabiter, c'est une entente qui durera. Les premières années de la vie sont, pour ce monde intérieur, ce que sont les fondations pour une maison. Ce qui se construit là, dans ses tout débuts, pèse sur ce qui suivra. Voilà pourquoi les chercheurs s'intéressent tant à cette période, à la manière dont l'enfant vient au monde, à ce qu'il mange, à ce qui pourrait perturber ou favoriser la bonne installation de son peuple. Là encore, beaucoup reste à comprendre, et il faut se garder des conclusions trop rapides. Mais l'idée demeure, prudente et forte. Le monde vivant qui t'habite aujourd'hui plonge ses racines dans tes tout premiers jours, à une époque dont il n'a gardé aucun souvenir, mais qui te suit encore. Avant d'aller plus loin, prends le temps de suivre en pensée le voyage de ton dernier repas, car il te fera comprendre où vit ce peuple et pourquoi il y est si bien. Ce que tu as mangé ce soir a d'abord été broyé dans ta bouche, mêlé à ta salive, avalé, puis plongé dans le bain d'acide de ton estomac, un milieu si hostile que peu d'êtres y survivent. Là, presque rien du peuple intérieur ne s'installe, car l'acidité est une muraille. Puis la bouillie poursuit sa route, passe dans la première partie de l'intestin, longue et sinueuse, où ton corps absorbe l'essentiel de ce qui peut le nourrir. C'est plus loin, tout au bout, dans le grand côlon, que le décor change. Là, l'acidité a disparu, le flot ralentit, la chaleur est douce et constante, l'obscurité totale, et ce qui reste de ton repas, surtout les fibres que ton corps n'a pas su prendre, arrivent comme une cargaison offerte. C'est là, dans ce calme tiède et nourricier, que vit la grande foule de ton peuple. Tu vois, ce n'est pas un hasard si elle s'est installée là, tout au bout du voyage. C'est l'endroit du corps où l'on peut vivre en paix et manger à sa faim. Car ce peuple ne se contente pas de loger en toi. Il travaille. Il travaille pour toi, sans relâche, et le premier de ces grands chantiers, c'est ta digestion. Songe à ce que tu manges. Une partie de ta nourriture, ton corps sait la décomposer tout seul, avec ses propres outils. Mais une autre partie, et non des moindres, lui résiste. Les fibres des légumes, des fruits, des céréales complètes, ces longues chaînes que tes propres sucs digestifs ne parviennent pas à briser, traverseraient encore sans profit si elles ne rencontraient, tout au bout de leur voyage, le peuple de ton intestin. Là, dans le grand côlon, ces fibres deviennent un festin. Tes bactéries s'en emparent, les fermentent, les démontent morceau par morceau, et en tirent une énergie et des substances que ton corps, lui, ne pouvait pas produire. Tu nourris tes bactéries avec ce que tu ne peux pas digérer, et en retour, elles te rendent ce que tu n'aurais jamais pu fabriquer seul. C'est un échange d'une élégance parfaite, un troc silencieux qui se joue à chaque repas, sans que tu penses jamais. Et ce que tes bactéries produisent en fermentant ces fibres n'est pas un déchet sans valeur. Ce sont des substances précieuses, de petites molécules que ton corps absorbe et utilise. Certaines servent de carburant aux cellules mêmes qui tapissent ton intestin, ces cellules de la paroi qui, par un curieux retournement, se nourrissent en partie de ce que produisent les bactéries vivant à leur contact. D'autres de ces molécules passent dans ton sang et voyagent dans tout ton corps, jouant un rôle dans la manière dont tu régules ton énergie, dont tu gères les graisses, dont tu calmes certaines inflammations. Voilà une chose qui mérite que tu t'y arrêtes. Une part de la chimie qui te maintient en vie, en bonne santé, n'est pas fabriquée par tes propres cellules. Elle est fabriquée par des êtres étrangers qui vivent en toi, à partir de ce que tu leur donnes à manger. Ta santé, en somme, ne dépend pas seulement de toi. Elle dépend aussi de la bonne entente de ce peuple invisible et de ce que tu lui sers à sa table. Prends la mesure de ce retournement, car il défait une vieille image que tu as sans doute de toi-même. On imagine d'ordinaire que la paroi de l'intestin, cette frontière entre le dedans et le dehors, se nourrit comme le reste du corps, par le sang qui l'irrigue.
Or les cellules qui tapissent une grande partie de ton côlon tirent leur énergie, pour une bonne part, d'une molécule fabriquée par les bactéries qui vivent juste à leur surface. Autrement dit, la frontière même de ton corps, le mur qui te sépare du monde extérieur, est en partie nourrie par les êtres qui campent de l'autre côté de ce mur. Le gardien est nourri par ceux qu'il garde. Sans ce carburant fourni par les bactéries, ces cellules de la paroi fonctionneraient moins bien, et la barrière qu'elles forment serait plus fragile. Il y a là une dépendance si intime, si profonde, qu'elle brouille toute idée d'une séparation nette entre toi et ton peuple. Vous êtes tissés ensemble, jusque dans la chair de tes frontières. Il y a une autre image qui aide à saisir ce que ce peuple accomplit dans l'ombre, et elle a de quoi changer le regard que tu portes sur un simple repas. Songe à une assiette de légumes, de haricots, de céréales complètes, de fruits. Ton corps, à lui seul, n'en tirerait qu'une partie. Le reste, toutes ces fibres robustes, passeraient inutilisées. Mais grâce au peuple de ton intestin, rien ne se perd. Ce que tu ne peux pas exploiter, eux le reprennent, le transforment, et te restituent une partie de sa valeur sous une autre forme. C'est comme si, après ton propre repas, une seconde tablée se tenait plus loin dans ton corps, où des convives invisibles achèvent le festin et te rapportent les bienfaits de ce que tu avais laissé. Tu manges une fois, mais ton corps en tire deux récoltes, la sienne et celle de son peuple. Cette économie patiente, cette manière de ne rien gaspiller, est l'une des plus vieilles inventions du vivant, elle se rejoue en toi à chaque fois que tu te nourris. Et cette fermentation, ce travail patient du peuple intérieur sur les fibres que tu lui apportes, a encore d'autres effets que l'on commence à mieux comprendre. Ces petites molécules issues de la fermentation aident, semble-t-il, à maintenir la paix dans ton ventre, à calmer les feux d'une inflammation excessive, à signaler au reste du corps que tout va bien. Quand tu manges des fibres variées, des légumes, des fruits, des graines, des céréales complètes, tu n'offres pas seulement un repas à tes bactéries, tu déclenches toute une cascade de signaux apaisants qui se diffusent dans ton organisme. À l'inverse, une nourriture pauvre en fibres prive ce peuple de son combustible, et ses signaux bénéfiques se raréfient. Il y a, dans cette mécanique, une leçon simple et ancienne, que les chercheurs redécouvrent avec les outils d'aujourd'hui. Ce que tu manges ne te nourrit pas seulement toi, mais le monde qui te nourrit en retour, et de la bonne santé de ce monde dépend une part de la tienne. Et il faut bien comprendre l'ampleur de ce que ce peuple sait faire, car elle dépasse de loin tes propres moyens. Ton corps, malgré toute sa complexité, ne possède qu'un nombre limité d'outils chimiques, un certain jeu de gènes hérités de tes parents. Le peuple de ton intestin, lui, rassemble dans son ensemble une quantité de gènes bien plus vaste que la tienne, des centaines de fois plus nombreux peut-être, répartis entre ces innombrables espèces. C'est comme si, à côté de ta propre bibliothèque, tu disposais d'une autre bibliothèque immense, apportée par tes hôtes, pleine de recettes et de savoir-faire que tu n'as jamais appris. Chaque espèce de bactérie sait fabriquer ou transformer des choses que ton corps ignore. Ensemble, elles forment un atelier d'une richesse stupéfiante, capable de démonter des aliments que tu ne saurais entamer, de fabriquer des substances que tu ne saurais produire, de répondre à des défis chimiques qui te dépasseraient seuls. Tu portes en toi, en somme, un savoir-faire bien plus grand que le tien, prêté par la foule qui t'habite. Il y a même, dans ce travail souterrain, des bénéfices auxquels on ne penserait jamais. Certaines de tes bactéries fabriquent des vitamines, ces substances dont ton corps a besoin et qu'il ne sait pas toujours produire lui-même. Certaines synthétisent des composés qui participent à la coagulation de ton sang, ou qui entrent dans le grand jeu de ton métabolisme. D'autres encore, par leur seule présence, occupent le terrain et empêchent des microbes dangereux de s'installer, car la place est prise, les ressources sont déjà partagées, et un nouvel arrivant hostile trouve devant lui un peuple installé qui défend son territoire. Ainsi, sans que tu n'aies rien à faire, le simple fait d'héberger une communauté équilibrée te protège, comme une ville bien peuplée résiste mieux à l'invasion qu'une terre déserte. Tu vois déjà comme la frontière se brouille. Ce qui te garde en vie, ce qui te défend, ce qui te nourrit en partie, n'est plus seulement toi, mais l'alliance ancienne entre toi et ce monde minuscule. Et cette alliance, comme tu vas le voir, va bien plus loin encore que la digestion. Car il faut maintenant que tu comprennes une chose étonnante au sujet de tes défenses. On imagine souvent le système immunitaire comme une armée tournée vers l'extérieur, prête à attaquer tout ce qui n'est pas soi. Mais comment cette armée apprend-elle à reconnaître l'ami de l'ennemi?
Comment sait-elle qu'il faut tolérer ce peuple immense vivant dans l'intestin, tout en restant prête à frapper un véritable agresseur? La réponse, c'est que ton système immunitaire ne n'est pas tout fait. Il s'éduque. Et son grand maître d'école, dès les premiers jours de ta vie, c'est justement ton microbiote. Au contact de ces milliards d'habitants pacifiques, tes défenses apprennent la nuance. Elles apprennent à distinguer ce qui menace de ce qui aide, à ne pas s'emballer pour rien, à doser leurs réponses. Sans ce long apprentissage au contact des microbes, ton immunité resterait grossière, mal réglée, incapable de cette finesse qui fait la différence entre la santé et le désordre. Et cet apprentissage se joue justement là, dans la paroi de ton intestin, qui est bien plus qu'un simple tuyau. C'est l'un des plus grands champs de bataille et l'un des plus grands lieux de négociation de tout ton corps. Une part considérable de tes cellules immunitaires se concentre tout autour de l'intestin, en alerte, en dialogue permanent avec le peuple qui vit de l'autre côté de la paroi. Imagine une frontière vivante, longue de plusieurs mètres, où des sentinelles innombrables surveillent jour et nuit ce qui se passe de l'autre côté, échangent des signaux avec les bactéries, ajustent sans cesse le degré de tolérance. C'est là que se décide une grande part de ton équilibre. Quand cette frontière fonctionne bien, le calme règne, chacun reste à sa place, et tu ne ressens rien. Quand elle se dérègle, quand le peuple intérieur change de composition ou que la paroi laisse passer ce qu'elle devrait retenir, alors des troubles peuvent naître. Les chercheurs explorent encore ces liens, et beaucoup reste à comprendre, mais une chose est désormais bien établie. Ton immunité et ton microbiote sont les deux faces d'une même conversation, ancienne, ininterrompue, qui dure toute ta vie. Réfléchis un instant à la prouesse que cela représente, car elle est immense et l'on n'en mesure pas toujours la difficulté. Ton système immunitaire a pour mission de repérer et de détruire tout ce qui menace ton corps, le moindre microbe hostile, la moindre cellule devenue folle. Il est dressé à la méfiance, prêt à frapper. Et pourtant, il doit en même temps laisser vivre, à l'intérieur de toi, des dizaines de milliers de milliards de bactéries étrangères, sans les attaquer, sans déclencher contre elles la guerre totale dont il serait capable. C'est un exercice d'équilibre d'une difficulté inouïe, être féroce et tolérant à la fois, vigilant sans être paranoïaque, capable de reconnaître ses hôtes de ses ennemis dans une foule où ils se ressemblent tous. Cet équilibre subtil, ton corps l'a appris au fil de l'évolution, et il le réapprend à chaque vie, dans les premiers temps, au contact de son peuple. Quand on y songe, c'est l'une des paix les plus délicates qui soit, négocier chaque seconde dans le secret de tes entrailles, sans que tu n'en saches jamais rien. Et il y a, dans cette paix, des conséquences qui débordent de loin l'intestin. Car ce système immunitaire éduqué par les microbes ne veille pas seulement sur ton ventre, c'est le même qui te protège partout, dans tout ton corps. Un système bien réglé sait répondre avec justesse, ni trop peu. Un système mal éduqué, lui, risque de se tromper de cible, de s'emballer contre des choses inoffensives, ou de manquer de finesse. Des chercheurs explorent l'idée que la manière dont notre immunité a été façonnée, dès l'enfance, au contact des microbes, pourrait jouer un rôle dans bien des déséquilibres modernes. C'est une piste sérieuse, étudiée avec soin, mais qui demande encore de la prudence. On observe des liens, on soupçonne des mécanismes, sans toujours pouvoir affirmer avec certitude ce qui cause quoi. Retiens surtout l'essentiel, qui lui est solide, ce peuple invisible n'est pas seulement un locataire toléré. Il est, dès tes premiers jours, l'un des grands éducateurs de tes propres défenses, et cette éducation te suit toute ta vie. Représente-toi un instant cette frontière vivante telle qu'elle se présente de près, car l'image est saisissante. La paroi de ton intestin n'est pas un mur épais et inerte. C'est, par endroits, une membrane d'une finesse extrême, une seule couche de cellules serrées les unes contre les autres, qui sépare le monde grouillant de tes entrailles du milieu intérieur de ton corps, celui de ton sang et de tes organes. D'un côté de cette paroi mince comme une feuille, des dizaines de milliers de milliards de microbes. De l'autre, le sanctuaire de ton corps, qui doit rester à l'abri. Et sur cette ligne ténue veillent sans répit tes cellules immunitaires, dans une vigilance qui ne s'interrompt jamais, ni le jour, ni la nuit, ni pendant ton sommeil le plus profond. Songe à cette frontière qui te traverse, longue de plusieurs mètres, gardée seconde après seconde, depuis le jour de ta naissance jusqu'à ton dernier souffle. Tu n'en perçois rien. Mais sans cette garde patiente, sans cette diplomatie de chaque instant entre ton corps et ton peuple,
rien de ta vie tranquille ne serait possible. Tu commences peut-être à sentir où nous mène cette histoire. Mais le plus déroutant reste à venir, et il touche à ce que tu crois être le plus intime, le plus à toi, le plus inviolable de tout, tes pensées, tes humeurs, ton état d'esprit. Car des chercheurs ont remarqué quelque chose d'étrange. Il existe, entre ton intestin et ton cerveau, une ligne de communication permanente, un dialogue constant qui circule dans les deux sens. On appelle cela l'axe intestin-cerveau. Et la grande question, celle qui agite aujourd'hui des laboratoires entiers, c'est de savoir jusqu'où le peuple de ton ventre peut influencer ce qui se passe dans ta tête. Avance avec prudence ici avec moi, car c'est un terrain où le solide et l'incertain se mêlent, où il faut savoir distinguer ce que l'on a démontré de ce que l'on soupçonne encore. Et cette ligne de communication entre le ventre et la tête n'est pas une invention récente de notre espèce. Elle est ancienne, présente chez les animaux bien avant nous. Même les créatures les plus simples doivent savoir si leur intestin est plein ou vide, sain ou en péril, et adapter leur comportement en conséquence, chercher de la nourriture, fuir un danger, se reposer. Le ventre a toujours eu son mot à dire dans la conduite de la vie. Ce dialogue entre les entrailles et le cerveau est l'un des plus vieux échanges du vivant, gravé au cœur de ce que signifie être un animal. Tu l'as hérité, intact, d'une lignée immense d'ancêtres qui, comme toi, écoutaient leur ventre sans le savoir. Ce que tu ressens au creux de toi dans les grands moments de ta vie est l'écho d'une conversation vieille de centaines de millions d'années. Commence par ce qui est solide, par les voix bien réelles de ce dialogue. Ton intestin n'est pas un organe muet. Il est tapissé d'un réseau de nerfs si dense, si riche, qu'on l'a parfois surnommé un second cerveau. Ce réseau gère, en grande partie tout seul, le mouvement et le travail de ta digestion, sans que ta volonté n'ait à s'en mêler. Et il est relié à ton cerveau par un grand nerf, une véritable autoroute de l'information qui remonte de tes entrailles jusqu'à ta tête et redescend en sens inverse. Par ce câble vivant circulent en permanence des messages. Ton ventre informe ton cerveau de son état, et ton cerveau, en retour, influence ton ventre. Tu connais cette liaison sans le savoir. Ce serrement à l'estomac quand tu as peur, ces papillons quand tu es ému, cette manière dont une émotion forte se loge aussitôt au creux de ton ventre. Le lien entre le ventre et l'humeur n'est pas une image de poète. C'est une réalité de chair et de nerfs, ancienne comme l'animal. Et c'est ici que les bactéries entrent en scène, et que l'histoire devient à la fois fascinante et délicate. Car ces micro-organismes de ton intestin ne sont pas de simples spectateurs muets de ce dialogue. Ils fabriquent, eux aussi, des substances chimiques. Certaines de ces substances ressemblent de très près à des molécules que ton propre cerveau utilise pour transmettre ses messages, ces messagers de l'humeur, de la vigilance, du plaisir et du calme dont on parle tant. Voilà une chose troublante. Une partie des molécules messagères que l'on associe au cerveau se trouve aussi, en grande quantité, fabriquées dans l'intestin, parfois avec le concours des bactéries. Et ces substances, ainsi que les signaux qu'elles déclenchent, peuvent emprunter les voies nerveuses et sanguines qui relient le ventre à la tête. Les chercheurs ont donc commencé à se demander, en toute logique, si l'état de ton peuple intérieur pouvait, par ces canaux, exercer un poids sur ton humeur, ton stress, ta manière de ressentir le monde. Mais sois rigoureux ici, car c'est exactement le genre de question où l'enthousiasme dépasse souvent l'épreuve. Une grande partie de ce que l'on sait sur ce sujet vient d'expériences menées sur des animaux, en particulier sur des souris, et ce qui est vrai pour une souris ne l'est pas toujours pour un être humain. Des chercheurs ont observé que des souris élevées sans aucun microbe se comportaient autrement face au stress que des souris au microbiote normal, et que modifier le peuple intérieur de ces animaux pouvait changer certains de leurs comportements. Ces résultats sont réels, fascinants, et ils ont ouvert un champ immense. Mais le passage de la souris à l'homme reste un saut prudent, encore en grande partie à franchir. Chez l'être humain, les liens entre microbiote et état d'esprit sont étudiés, soupçonnés, parfois suggérés par certaines observations, mais ils sont loin d'être tous démontrés avec certitude. Garde donc en tête cette distinction, car elle est précieuse, que l'intestin et le cerveau se parlent, cela est bien établi, que le peuple de ton ventre gouverne ton humeur, cela reste, pour une bonne part, une piste passionnante en cours d'exploration, pleine de promesses mais aussi de zones d'ombre. Il y a, dans ces expériences sur les animaux, une image qui frappe et qu'il faut manier avec soin. Des chercheurs ont pris des souris dépourvues de tout microbe, des souris au ventre vierge,
et leur ont donné le peuple intérieur d'autres souris aux tempéraments différents. Et il leur a semblé observer que, parfois, certains traits de comportement suivaient le microbiote transplanté, comme si une part de la manière d'être face au stress voyageait avec le peuple intérieur. Ce sont des résultats troublants, qui ont enflammé l'imagination de beaucoup. Mais sois prudent avec moi. Une souris n'est pas un homme. Son cerveau, sa vie, sa façon de réagir n'ont pas la richesse ni la complexité des nôtres. Ce qui se dessine chez ces petits animaux de laboratoire ouvre des pistes, suggère des mécanismes, invite à chercher plus loin, mais ne prouve pas que la même chose vaille pour toi. Les chercheurs eux-mêmes appellent à la mesure. Le chemin entre une souris dans une cage et un être humain qui rêve, espère et s'inquiète est long, et il reste pour une grande part à parcourir. Et c'est justement cette honnêteté qui rend l'histoire plus belle, et non moins. Car il n'est pas besoin d'exagérer pour s'émerveiller. Le simple fait avéré qu'un dialogue existe, qu'une autoroute de nerfs relie ton ventre à ta tête, que des êtres minuscules vivants en toi fabriquent des substances apparentées à celles de ton cerveau, suffit déjà à bouleverser l'idée d'un esprit isolé, enfermé sous ton crâne, coupé du reste. Ton cerveau ne flotte pas seul au sommet de toi comme un roi indifférent. Il est en lien constant avec tout ton corps, et en particulier avec ce ventre habité. Ce que tu ressens, ton humeur d'un jour, ton énergie d'un matin, naît d'un concert où joue bien plus d'instruments que ta seule pensée consciente. Et parmi ces instruments, peut-être, à un degré que la science cherche encore à mesurer, il y a ce peuple invisible qui dîne en toi de ce que tu lui donnes. Tu n'es jamais tout à fait seul à bord de toi-même. Laisse-toi un moment porter par cette idée, dans le calme où tu te trouves. Tu as sans doute déjà éprouvé, sans y penser, à quel point ton ventre et ton humeur sont liés. Un grand chagrin coupe l'appétit. Une peur soudaine noue l'estomac. Un repas partagé entre amis réchauffe le cœur autant que le corps. Ces choses, tu les sais depuis toujours, dans ta chair, avant même qu'aucune science ne les explique. Ce que les chercheurs font aujourd'hui, c'est éclairer peu à peu les rouages de cette sagesse ancienne du corps, montrer par quels nerfs, par quelles molécules, par quels échanges le ventre et la tête se tiennent par la main. Et il se pourrait, sans que rien ne soit encore certain, que le peuple silencieux de ton intestin ait sa place, modeste ou grande, dans cette vieille conversation entre tes profondeurs et tes pensées. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, et elle suffit à émouvoir. Tu n'es pas un esprit perché au sommet d'une machine. Tu es un être d'un seul tenant, où tout se parle, où tout se répond, du plus haut de tes pensées jusqu'au plus profond de ton ventre habité. Reviens un instant à la surface, et change encore de décor, car ton intestin n'est pas le seul territoire peuplé. Ta peau, elle aussi, est un monde entier. Pose un instant ton attention sur cette enveloppe qui te contient, cette surface que tu laves, que tu touches, qui te sépare du dehors. Tu la crois propre, lisse, simple. Elle est en vérité un paysage couvert de vie, varié comme une planète. Il y a, sur ta peau, des régions sèches comme des déserts, l'avant-bras, le dos de la main. Des régions humides et chaudes comme des jungles, les aisselles, les plis, l'entre-deux des orteils. Et des régions grasses, riches en sébum, comme le front ou les ailes du nez. Chacun de ces climats abrite ses propres habitants, des communautés différentes adaptées à chaque microclimat de ton corps. Sur ta peau aussi, comme dans ton intestin, ces habitants te rendent service. Ils occupent la place, consomment les ressources, et par leur seule présence rendent la vie difficile aux microbes pour de bons dangereux. Ta peau n'est pas une muraille morte. C'est une frontière vivante, défendue en partie par les êtres mêmes qui l'habitent, un rempart de vie dressé contre d'autres formes de vie. Songe aussi à ta bouche, ce carrefour que tu oublies toujours. Dans le creux chaud et humide de ta bouche, sur tes dents, sur ta langue, dans le moindre recoin, vit encore un autre peuple, distinct de celui de la peau, distinct de celui des entrailles. Chaque dent porte ses colonies, chaque surface a ses habitants. C'est d'ailleurs dans le tartre de ses propres dents que le tout premier observateur du monde microbien découvrit, voici 3 siècles, ces fameux petits animalcules en mouvement. Ta bouche est une porte, le premier seuil par lequel le monde extérieur entre en toi, et c'est aussi l'un des écosystèmes les plus riches de ton corps. Quand tu manges, quand tu parles, quand tu embrasses, tout un monde s'active, échange, se déplace. Tu n'imaginais pas, sans doute, que le simple fait de sourire mettait en jeu une foule. Songe alors à ce que cela change dans ta manière de te voir.
Tu n'es pas une statue propre et close, isolée du monde par ta peau. Ton corps est poreux, peuplé, traversé. À chaque instant, des échanges se font, des êtres entrent et sortent, des communautés se modifient au gré de ce que tu touches, de ce que tu manges, des lieux que tu fréquentes, des êtres dont t'approches. Quand tu serres la main de quelqu'un, vous échangez un peu de vos mondes invisibles. Quand tu vis longtemps avec d'autres, sous le même toit, vos peuples intérieurs et de surface finissent par se ressembler un peu, comme s'ils se mêlaient à force de proximité. Tu n'es pas une île. Tu es un carrefour, un lieu de passage, un nœud dans un grand réseau vivant qui te dépasse de toutes parts. Et cette pensée, loin d'être inquiétante, a quelque chose de très apaisant. Tu fais partie d'un tissu, tu n'es pas seul, tu n'es jamais tout à fait isolé, jusque dans la matière la plus intime de ton corps. Il y a même, dans cette idée d'échange, quelque chose de tendre que les chercheurs commencent à entrevoir. Les êtres qui vivent ensemble, qui partagent un foyer, qui se touchent et se côtoient, partagent aussi, peu à peu, une part de leur monde microbien. Une famille sous un même toit finit par porter des peuples qui se ressemblent davantage entre eux qu'avec ceux des étrangers. Même l'animal qui partage ta maison laisse son empreinte sur le monde invisible que tu portes. Ainsi, sans le savoir, ceux que tu aimes et qui t'entourent te transmettent, et reçoivent de toi, des fragments vivants de ce monde silencieux. L'affection, la proximité, la vie partagée ne se contentent pas de relier les cœurs et les esprits. Elle relie aussi, dans le secret du minuscule, les peuples que chacun porte en lui. Tu es lié au tien jusque dans cette chair invisible, et c'est une forme de lien dont on n'avait jamais soupçonné l'existence. Il faut aussi que tu mesures à quel point ce monde est fragile, et combien il dépend de la manière dont tu vis. Le peuple de ton intestin n'est pas figé. Il change selon ce que tu manges, jour après jour. Une nourriture riche en fibres végétales variées nourrit une communauté diverse et florissante, comme une terre bien arrosée fait pousser une forêt luxuriante. Une nourriture pauvre, monotone, appauvrit ce peuple, réduit sa diversité, comme une terre qu'on épuise finit par ne plus rien porter. Et la diversité, ici, semble être une richesse en soi, un gage de stabilité, car un écosystème varié résiste mieux aux perturbations qu'un écosystème pauvre. Pense à une forêt riche de 1000 espèces, où chaque arbre, chaque herbe, chaque insecte joue son rôle. Qu'une menace survienne, et toujours il se trouve quelques vivants pour résister, pour combler le vide, pour établir l'équilibre. Une forêt réduite à une seule essence, au contraire, peut être balayée d'un coup. Ton peuple intérieur obéit à la même règle ancienne. Plus il est divers, plus il est robuste, plus il sait encaisser les coups, une maladie passagère, un changement de saison, un excès. La variété est sa force, comme elle est la force de tous les écosystèmes du monde. Certaines situations peuvent bouleverser ce monde de façon plus brutale encore. Songe à ces médicaments qui combattent les infections en tuant les bactéries, ils sauvent des vies, mais ils ne font pas le tri, et ils déciment au passage une partie du peuple ami de l'intestin, qui doit ensuite, peu à peu, se reconstituer. Tout cela montre une chose. Ce monde intérieur, tu en es en partie le jardinier, et la façon dont tu vis dessine, sans que tu le saches, le paysage vivant que tu portes en toi. Garde en tête cette image du jardinier, car elle est juste et apaisante à la fois. Un jardinier ne fabrique pas ses plantes une à une. Il ne commande pas à chaque fleur sa couleur. Il prépare la terre, il arrose, il apporte ce qu'il faut, et il laisse la vie faire son œuvre. Avec ton peuple intérieur, c'est un peu pareil. Tu ne décides pas, espèce par espèce, qui doit vivre en toi. Mais tu prépares le terrain. Par ce que tu manges, par la variété de ta table, par le mouvement de ton corps, par le repos que tu lui accordes, tu façonnes les conditions dans lesquelles ce monde s'épanouit ou s'étiole. Et il n'est pas besoin, pour cela, de gestes compliqués ni de recettes miraculeuses. Une nourriture simple et variée, faite de beaucoup de plantes différentes, semble être, autant qu'on le sache aujourd'hui, le meilleur cadeau que tu puisses faire à ton peuple. Le reste, ce monde intérieur sait le faire seul, comme il a toujours fait, depuis bien avant que tu ne saches qu'il existait. Et puisqu'il est question de réparer ce monde quand il se dérègle, il faut que je te raconte une chose étonnante, mais réelle, qui montre jusqu'où va le pouvoir de ce peuple. Il existe une infection grave de l'intestin qui survient parfois quand le peuple ami a été décimé, et qu'un microbe hostile en profite pour tout envahir. Cet envahisseur peut résister au traitement habituel, s'accrocher,
revenir sans cesse, au point de mettre la vie en danger. Et les médecins ont découvert un remède aussi simple qu'inattendu, réintroduire dans l'intestin du malade un peuple sain, prélevé chez une personne en bonne santé, pour qu'il reprenne la place, étouffe l'envahisseur, et rétablisse l'équilibre. Cette greffe d'un écosystème entier, transplanté d'un corps à un autre, peut, dans ces cas précis, sauver des vies avec une efficacité remarquable. Songe à ce que cela signifie. On ne soigne pas en ajoutant un médicament, mais en rendant à un corps le peuple qu'il avait perdu. La santé revient avec la foule. C'est une médecine d'un genre nouveau, encore jeune, encore étudiée pour bien d'autres usages avec toute la prudence nécessaire, mais qui dit assez à elle seule la vérité de cette nuit. Ce qui te garde en vie n'est pas seulement toi, c'est aussi tout un monde vivant qui peut s'éteindre, et que l'on peut, parfois, rallumer. Il y a aussi, dans cette histoire, une question que les chercheurs se posent au sujet de notre époque, et qu'il faut aborder avec mesure, car elle est fascinante mais incertaine. Notre manière de vivre, aujourd'hui, n'a plus grand-chose à voir avec celle de nos ancêtres lointains. Nous mangeons une nourriture souvent moins variée, plus transformée, plus pauvre en fibres. Nous vivons davantage à l'intérieur, moins au contact de la terre, des plantes, des animaux, du grand dehors. Certains chercheurs ont observé que le peuple intérieur des populations vivant encore près de la nature, d'une alimentation simple et diverse, paraît plus riche, plus varié que le nôtre. Et ils se demandent si notre mode de vie moderne, en appauvrissant ce monde intérieur, n'aurait pas un prix que nous commençons seulement à entrevoir. C'est une hypothèse sérieuse, étudiée, mais qui demande beaucoup de prudence, car il est difficile de démêler tout ce qui change à la fois dans une vie moderne. Garde-la comme une question ouverte, et non comme une certitude. Mais elle invite, au moins, à une sagesse simple. Ramener un peu de variété dans ce qu'on mange, un peu de nature dans ce qu'on vit, c'est peut-être aussi prendre soin de la foule ancienne que l'on porte. Mais ne tombe pas non plus dans l'excès inverse, car ici aussi la rigueur compte, et il est facile de se laisser emporter. On lit parfois des promesses extraordinaires au sujet du microbiote, comme s'il suffisait de modifier son peuple intérieur pour guérir de presque tout, retrouver la forme, la sérénité, la longévité. Méfie-toi de ces promesses trop belles. La science du microbiote est jeune, vivante, pleine de découvertes, mais aussi pleine de questions encore ouvertes. On a établi beaucoup de liens, observé beaucoup de corrélations, mais comprendre dans le détail ce qui est cause et ce qui est conséquence reste un travail immense et inachevé. Pour beaucoup de troubles, on sait que le microbiote diffère de la normale, mais on ne sait pas toujours dire s'il est la cause du trouble ou son simple reflet. La prudence n'enlève rien à l'émerveillement. Au contraire, elle le rend plus honnête. Ce qui est pour de vrai est déjà prodigieux. Nul besoin de l'enjoliver de miracles. Le vrai, ici, suffit bien au vertige. Prends alors un peu de hauteur, et regarde tout cela à l'échelle du temps long, car cette alliance n'est pas un hasard récent. Elle est ancienne, d'une ancienneté qui dépasse l'entendement, plus ancienne que l'humanité, plus ancienne que les animaux. Songe que la vie sur Terre a commencé avec ces êtres minuscules, les microbes, qui ont régné seuls sur la planète pendant des milliards d'années avant que rien d'autre n'existe. Tous les êtres plus grands, les plantes, les animaux, toi, sont venus bien plus tard, et ils sont apparus dans un monde déjà saturé de microbes. Aucun être complexe n'a jamais vécu sans eux. Et dès l'origine, les animaux ont évolué non pas contre les microbes, mais avec eux, en composant avec leur présence, en tissant avec certains d'entre eux des alliances de plus en plus étroites. Ton corps n'a jamais connu un seul instant de solitude microbienne. Depuis la première forme de vie dont eut des sangs, en passant par chacun de tes ancêtres, la vie a toujours été accompagnée. Tu hérites d'une coopération vieille de centaines de millions d'années, peut-être davantage, gravée si profond dans ce que tu es qu'on ne peut plus l'en séparer. Il y a, dans cette histoire ancienne, un chapitre qui touche au cœur même de ce que tu es, et qu'il faut que tu connaisses pour mesurer toute l'étendue de cette alliance. Car les microbes ne se sont pas seulement installés autour de tes cellules. L'un d'eux, il y a un temps immense, dans les tout premiers âges de la vie complexe, est entré à l'intérieur d'une autre cellule, et au lieu d'être détruit, il y est resté, et les deux ont appris à vivre ensemble. Au fil d'un temps prodigieux, ce microbe avalé est devenu une part de la cellule elle-même, une petite usine à énergie nichée en son sein. Et cette petite usine, on la trouve aujourd'hui dans presque toutes tes cellules.
Chacune de tes cellules abrite ainsi les lointains descendants d'un microbe ancien, sans lesquels elle ne saurait produire son énergie. Autrement dit, l'alliance avec les microbes ne s'arrête pas à ton intestin ou à ta peau. Elle est inscrite au plus intime de chacune de tes cellules, témoin d'une fusion si réussie qu'elle est devenue invisible. Tu es, jusque dans tes profondeurs les plus secrètes, le fruit d'une coopération entre des formes de vie autrefois séparées. Mesure ce que cela veut dire, dans le calme de cette nuit. L'idée que l'on se faisait du vivant, longtemps, était celle d'une lutte de chacun contre tous, d'une survie arrachée aux dépens des autres. Et cette lutte existe, bien sûr, partout dans la nature. Mais l'histoire de la vie est aussi, tout autant, une histoire d'alliance, de fusion, d'êtres qui apprennent à vivre ensemble au point de ne plus pouvoir se séparer. Les grandes inventions du vivant, les sauts les plus décisifs, sont souvent nés non pas d'un combat, mais d'une rencontre, d'une coopération qui a réussi. Tu en es la preuve vivante, de la plus petite de tes cellules jusqu'au peuple de ton ventre. Tu n'es pas le vainqueur solitaire d'une guerre de tous contre tous. Tu es le résultat de milliards d'années d'entente patiente, un édifice bâti par l'union, et non par la seule victoire. Il y a, dans cette vérité, une douceur profonde, une manière de regarder le vivant qui apaise plus qu'elle n'inquiète. Et c'est ici que l'histoire rejoint une idée qui dépasse de loin ton seul corps. Les biologistes ont fini par forger un mot pour décrire ce que tu es vraiment, non pas un organisme isolé, mais un être composé, un assemblage d'un grand corps et de ses innombrables compagnons microscopiques, fonctionnant ensemble comme une seule unité de vie. Pris à part, ni ton corps ni ton microbiote ne sont tout à fait complets. C'est leur union qui fait l'être vivant que tu es. Cette idée a quelque chose de renversant. Pendant des siècles, on a imaginé chaque créature comme une chose nette, fermée sur elle-même, séparée du reste par sa peau. Et voilà que la science te montre l'inverse. Tu es une collaboration, une symbiose, un accord vivant entre des formes de vie tout à fait différentes, qui ont appris, au fil des âges, à ne plus pouvoir se passer les unes des autres. Le mot individu, qui veut dire ce qu'on ne peut pas diviser, devient soudain bien étrange appliqué à toi. Car en toi, il y a une multitude, et cette multitude est inséparable de ce que tu es. Il faut s'arrêter sur ce mot, symbiose, car il dit quelque chose de juste et de doux. Il vient d'une vieille langue, et il signifie simplement vivre ensemble. La nature en offre 1000 exemples, dont certains émerveillent depuis toujours ceux qui les observent. Le lichen que tu vois sur les pierres et les écorces n'est pas un seul être, mais l'alliance d'un champignon et d'une algue, unis de si près qu'on les a longtemps pris pour une seule créature. Bien des plantes ne pourraient vivre sans les champignons qui enveloppent leurs racines et leur apportent ce que la terre leur refuse. Partout, le vivant tisse de ces ententes, où deux êtres différents s'unissent pour mieux durer. Et toi, tu es l'un de ces exemples, l'un des plus aboutis peut-être, une symbiose ambulante, un vivre ensemble si réussi que tu le prends pour une seule personne. Quand tu marches, ce n'est pas un être qui se déplace, mais une alliance entière, un pacte vivant en mouvement, scellé bien avant ta naissance. Reviens maintenant à la question posée au tout début de cette nuit, celle qui semblait simple et qui ne l'est plus. Quand tu dis « moi », de qui parles-tu au juste? De tes seules cellules, porteuses de ton nom et de ton histoire? Mais alors tu laisses de côté la moitié des vies que tu transportes, celles sans lesquelles tu ne pourrais ni digérer, ni te défendre, ni grandir comme tu l'as fait. Parles-tu de l'ensemble, du grand assemblage, du corps et de son peuple réunis? C'est sans doute plus juste, mais alors moi devient une foule, un écosystème, une planète vivante portant un nom. La vérité, peut-être, c'est qu'il n'y a pas de frontière nette, pas de ligne où tu finis et où le reste commence. Tu te fonds, parmi l'échange minuscule, dans le grand tissu du vivant. Ce que tu appelais toi est en réalité une rencontre, un point de passage où des milliers d'histoires de vie se croisent et coopèrent, le temps d'une existence. Songe encore à une chose, dans le silence de cette nuit, car elle prolonge ce vertige avec douceur. Quand tu mourras, un jour très lointain, ce qui te compose ne disparaîtra pas. Les éléments de ton corps, les atomes empruntés au monde, retourneront au monde, repris par d'autres vivants, par la terre, par l'air, par d'autres êtres à venir. Et les microbes qui t'auront accompagné toute ta vie participeront à ce retour, à cette transformation patiente qui rend la matière au grand cycle du vivant. Rien ne se perd. Tout circule, passe d'un être à l'autre, d'une forme à une autre,
dans un mouvement qui n'a jamais cessé depuis l'aube de la vie. Tu n'es pas un point isolé dans ce flux, une parenthèse refermée sur elle-même. Tu es un passage, un moment de ce grand courant, un lieu où la matière et la vie se rassemblent un temps avant de repartir. Et le peuple invisible que tu portes est l'un des fils qui te relie, en permanence, à toute la trame du vivant, avant la naissance comme après ta mort. Il n'y a, dans cette pensée, rien d'effrayant, mais au contraire une grande paix, celle d'appartenir à quelque chose de bien plus vaste et de bien plus durable que soi. Et il y a, dans cette vérité, bien plus de beauté que d'inquiétude. Songe à ce que cela veut dire, vraiment, au moment où tu reposes là, dans le calme de cette nuit. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été, pas même au plus profond de ton sommeil, pas même dans tes instants les plus solitaires. À l'intérieur de toi, en ce moment précis, tout un monde vit, travaille, veille. Pendant que tu dors, des dizaines de milliers de milliards d'êtres minuscules continuent leur ouvrage patient, digérant ce que tu as mangé, fabriquant les substances dont tu as besoin, montant la garde le long de tes frontières, dialoguant sans fin avec ton corps endormi. Tu es porté, accompagné, habité, depuis ton premier souffle jusqu'à ton dernier. Le peuple invisible ne dort jamais tout à fait. Pense à ce qui se passe en toi en cet instant même, tandis que tu reposes dans le calme. Ton repas du soir descend en douceur le long de tes entrailles, et au bout du voyage, le peuple t'attend, prêt à se mettre au travail. Sur ta peau, dans le secret des plis et des replis, d'autres communautés veillent et te défendent. Dans ta bouche, sur tes dents, le long de ton intestin, partout, la vie s'affaire à une échelle que tu ne perçois pas. Rien de tout cela ne réclame ton attention. Rien ne te demande d'y penser, ni d'y veiller. Tout se fait sans toi, pour toi, dans une coopération si ancienne et si bien rodée qu'elle se passe de ta conscience. Tu peux reposer tout à fait, t'abandonner au sommeil, sûr que le grand ouvrage de te maintenir en vie se poursuit, mené par des mains innombrables et invisibles qui ne se lassent jamais. Il y a, dans cette certitude, de quoi lâcher prise et se laisser porter. Laisse cette pensée se déposer en toi, sans effort, comme une chose juste et douce. Tu es une multitude qui se prend pour une personne, et c'est très bien ainsi. Chaque cellule de ton corps, chaque bactérie de ton ventre, chaque être minuscule de ta peau participe à la même grande entreprise, celle de te maintenir en vie, jour après jour, sans que tu n'aies rien à demander. Ce que tu appelles ta santé n'est pas une forteresse que tu défends seul. C'est une paix négociée chaque jour entre toi et ton peuple, un équilibre vivant, une coopération vieille comme la vie elle-même. Et quand tu prends soin de toi, quand tu manges des choses simples et variées, quand tu vis au grand air, quand tu touches le monde, ce n'est pas seulement toi que tu nourris. C'est tout un monde que tu cultives, un monde dont tu es à la fois le territoire et le gardien. Songe une dernière fois à l'image que tu avais de toi-même au début de cette nuit, et à celle que tu emportes à présent. Tu te croyais seul, fermé. Tu te découvres multiple, ek campagne, relia. Ce changement de regard, loin de te fragiliser, te donne une place plus juste et plus belle dans le monde. Car si tu es un écosystème, alors tu n'es pas séparé de la grande vie de la Terre, tu en es une expression, un repli, une concentration. Les mêmes lois qui font vivre une forêt, un récif, un sol, font vivre le monde intérieur que tu portes. Tu n'es pas une exception solitaire dans une nature qui te serait étrangère. Tu es la nature même, ramassée un temps en une forme qui a appris à dire « je ». Et derrière ce « je », il y a la rumeur de toute la vie, ancienne et inépuisable. Alors, cette nuit, en t'endormant, tu peux porter en toi cette idée comme une chaleur tranquille. Tu n'es pas une chose isolée et fragile, perdue dans un univers indifférent. Tu es un monde entier, peuplé, vivant, relié par 1000 fils à toute la vie de la Terre. Les mêmes microbes qui régnaient sur la planète il y a des milliards d'années vivent encore en toi, descendant d'une lignée ininterrompue, et tu les portes en marchant comme on porte une histoire ancienne. Tu es le dernier chapitre, à ce jour, d'une coopération qui a commencé bien avant la naissance et qui continuera bien après. Et il y a, dans cette pensée, de quoi s'endormir en paix, non pas seul dans ton corps, mais accompagné, depuis toujours et pour toujours, par la grande foule silencieuse du vivant qui te compose. Bonne nuit.